Doran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la sécurité et qui vient nous donner leur avis sur ce continuum de sécurité. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Alexandre Papa-Emmanuel. Bonjour. Bonjour Sébastien, c'est un plaisir de partager. Vous êtes enseignant à Sciences Po, vous êtes auditeur de l'IHEDN, directeur défense, renseignement et sécurité au sein d'une entreprise innovante du numérique. Vous avez rédigé de nombreux articles et ouvrages sur les sujets de défense, de sécurité et de renseignement. Et puis vous êtes responsable du pôle défense dans le think tank L'Eteri. Et vous êtes un spécialiste de tous ces sujets-là, mais en particulier des questions de cyber et de numérique. Alors on va échanger durant cette émission avec vous sur ces différents points. Mais peut-être commençons un peu sur les questions de cyber qui nous passionnent tous, sur un peu votre état des lieux, votre sentiment aujourd'hui sur la manière dont la France appréhende ces enjeux du numérique, ces enjeux de cyber, à la fois les questions de vulnérabilité, on est en plein conflit avec l'Ukraine et la Russie, on voit bien que la question du cyber est un enjeu majeur, mais puis la France a connu en 2021-2022 beaucoup d'attaques, notamment auprès des collectivités locales, certains OIV. C'est quoi votre regard aujourd'hui sur ces sujets-là ? Alors, c'est vrai que la cyber a conduit à une vraie sensibilisation, je pense, au sein de l'État, mais aussi des entreprises qui désormais accordent des moyens conséquents à leur protection. Mais c'est vrai qu'on voit le cyber souvent comme une contrainte, comme une vulnérabilité. C'est aussi une opportunité, en fait. Le numérique permet aussi des échanges horizontaux, des dialogues, des interactions beaucoup plus faciles. Mais il faut se protéger. C'est du coup un pharmacon qui empoisonne, mais qui est libérateur aussi, qui vous garde de mauvais symptômes. Et on voit que le cyber aujourd'hui, c'est aussi une façon de rentrer en conflit. On le voit là encore récemment, mais finalement on est dans une guerre permanente presque, hybride toujours, où l'attaque cyber va permettre de pouvoir prévenir un conflit qui va se jouer dans le monde réel avec des hommes et des femmes qui en souffrent cruellement dans des conditions tragiques. Et donc, que ça soit sous les aspects d'attaque cyber, pour attaquer des centres de décision, des centres informationnels, des OIV, mais également pour pouvoir propager des informations. Déstabiliser, notamment on approche de la campagne présidentielle, on est dans la campagne présidentielle. Effectivement. Il y a une vraie inquiétude de l'État, on a vu la campagne présidentielle française en 2017, il y a eu pas mal d'attaques, les Macron Leaks. Les Macron Leaks, et puis on a connu ce qui s'était passé également aux États-Unis. Il y a une inquiétude là-dessus. Il y a une inquiétude et une vraie prise en compte. Laurent Nunez, le coordinateur national du renseignement, la lutte contre le terrorisme, a récemment rappelé qu'il avait sensibilisé toutes les équipes de campagne françaises, quel que soit leur parti et leur conviction, sur ces risques-là. Donc il y a un État qui a sédimenté le risque cyber. Ils ont créé le Viginum aussi, la vigilance contre l'ingérence étrangère sur les fake news en fait. Tout à fait. Il y a eu cette prise de conscience à la faveur d'incidents tragiques et aussi d'une instrumentalisation contre la France dans un certain nombre de pays qui a imposé la création de ce Viginum au SGDSN. Qui doit coordonner l'action de l'État dans le domaine informationnel, de pouvoir identifier quand un feu de forêt de contre-propagande, de propagande hostile à la France démarre pour pouvoir éteindre ce feu-là. Je pense que c'est une bonne chose, qu'il faut évidemment être vigilant, c'est tout l'enjeu de Viginum. La montée en puissance de l'ANSSI également a été aussi quelque chose d'important, la transformation d'un officier général de la cyber dans les armées qui est devenu un com cyber pour piloter aussi des doctrines qui sont devenues publiques, lutte informatique défensive, lutte informatique offensive, lutte informationnelle également, donc aussi des actes de puissance. Et donc l'État français est devenu un État fort qui s'est doté d'une stratégie, de moyens, de doctrines. Il a communiqué aussi sur ces sujets-là. Mais la cyber, c'est aussi un enjeu de puissance entre les organisations. Et on le voit au ministère de l'Intérieur. Qui va piloter la cyber ? Est-ce que c'est la police ? Est-ce que c'est la gendarmerie ? Et on le voit au sein de l'administration, puisque toute administration, comme une entreprise, a une volonté de croître en termes de ressources humaines et de moyens financiers. Et aujourd'hui, la cyber est un moyen également, au sein de l'État, d'avoir une organisation qui croît et qui peut recruter. Est-ce qu'il n'y a pas trop de gens
un peu partout dans les différents services, vous en avez évoqué un certain nombre, qui s'occupent de cyber. Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'on doit davantage centraliser? On a eu le sentiment un peu à un moment donné que l'ANSSI avait ce rôle de centralisateur, mais il s'occupe surtout des services de l'État et des OIV, plutôt sur les questions, j'allais dire, de cyberdéfense. Est-ce qu'on a une vision stratégique en matière de cyber, de votre point de vue? Alors, je pense qu'il y a une vision stratégique, effectivement, et il y a ce rapport entre des frictions, entre les acteurs locaux, les acteurs en centrale. Les acteurs privés, les acteurs publics aussi. Effectivement, le continuum, c'est aussi ça, c'est un écosystème et une continuité. Et effectivement, on ne crée pas en fait des nouveaux organismes avec facilité. Et je pense que ça a été un petit peu la même chose avec l'innovation. On a créé des agences d'innovation. Mais au final, chacun doit se sentir maître de son innovation. On ne doit pas déléguer l'innovation. C'est une innovation des processus, du cadre légal. Je pense qu'il en est même avec la cyber. Il faut des têtes de pont, des chefs de file, des gens qui donnent les grandes orientations, les cadres. Mais après, il faut que chacun se sente aussi responsable de sa cyberprotection, des comportements de ses salariés ou de ses fonctionnaires, des environnements particuliers. Protéger Bercy, ce n'est pas la même chose que protéger le ministère des Armées. Il y a des similitudes. Je pense que c'est une bonne chose que l'ANSSI puisse coordonner et que derrière, chacun se sente maître de son destin numérique et cyber, puisque les deux vont de pair, comme je vous le disais en introduction. Alors, on a beaucoup parlé des questions de défense. Justement, vous vouliez dire qu'il n'y avait pas que les vulnérabilités, il y avait aussi les enjeux pour demain en matière de sécurité, de développement de notre sécurité. Et pour vous, un des enjeux, c'est le partage de la donnée, en fait. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Oui, je pense qu'on l'a vu, les crises aujourd'hui sont hybrides, sont sur des champs informationnels, des champs de sécurité. Elles peuvent mobiliser aussi à la faveur d'une épidémie différents ministères, de la santé, de la sécurité, de la défense. On a vu la mobilisation du ministère des Armées pendant la crise du Covid. Et donc aujourd'hui, si chaque grand corps, chaque grande administration est assez organisée, on voit qu'il y a la nécessité, pour affronter cette complexité, de partager. On a beaucoup parlé d'État-plateforme. Je pense que plus qu'un État-plateforme, c'est un État qui vient organiser, toujours dans cette réflexion d'un État stratège, le partage de l'information entre ces différents acteurs pour avoir une vision complète. Je pense que sur les sujets de sécurité, un maire a une vue de ce qui se passe dans sa ville. Je pense qu'un préfet en a une. Je pense que des acteurs régionaux en ont une autre. Je pense que des OIV, des acteurs privés aussi qui font de la surveillance, donc des grands directeurs de sûreté et de sécurité, mais également des capteurs humains qui sont dans les centres commerciaux, qui assurent la sécurité. Chacun a une vision en fait de ce qu'est la sécurité localement, et je pense qu'il faut agréger ces tenues de situation et faire en sorte que tout le monde puisse partager à l'instant T des informations sans se sentir en concurrence, mais vraiment dans une vraie environnement de confiance. Et je crois que la question en fait du continuum, c'est la question des cercles de confiance. Et est-ce que je peux mettre à disposition une donnée qui m'appartient, que j'estime stratégique, mais qui peut être vue par d'autres, qui peut agréger du coup des visions dynamiques? Ce que fait l'armée de l'air quand elle assure la sécurité du territoire avec la posture permanente de sécurité pour éviter qu'un avion ennemi, adverse, civil puisse commettre une infraction sur le territoire national. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a ses propres capteurs. Elle a aussi d'autres moyens pour détecter de l'information. Elle fait des partenariats avec des aéroports qui ne sont pas sous sa responsabilité. Et elle a une double chaîne de commandement, c'est-à-dire le chef d'état-major des armées et le Premier ministre, puisque s'il faut intervenir, il faut un ordre direct du Premier ministre. Et je pense que ces écosystèmes-là, où vous aurez demain de plus en plus d'acteurs privés qui feront voler des drones pour faire de la livraison, vous devez pouvoir créer des environnements de confiance pour assurer la sécurité. J'ai l'impression, en vous écoutant, que pour vous, en gros, le ministère de l'Intérieur devrait un peu s'inspirer de la manière dont travaille le ministère de la Défense. Ils sont un peu plus précurseurs sur la manière de travailler avec d'autres entités, notamment les entreprises privées. Alors, je pense que le ministère de l'Intérieur a cette facilité de pouvoir créer des dynamiques beaucoup plus vertueuses avec le secteur privé. Ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Non, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, il y a, je pense, aujourd'hui une sorte d'hybridation du ministère de l'Intérieur qui, à la faveur notamment de la DP6, Olivier de Mazères et puis Michel Cadic, essaye de quitter cette urgence
Oui, c'est le ministère de l'Urgence. Oui, mais ça peut être aussi le ministère de la planification, en fait. Et on le voit, il y a eu des livres blancs, un livre blanc comme ça se fait au ministère des Armées, des assises, de la sécurité, une loi de programmation qui va bientôt passer en Conseil des ministres, qui aura vocation peut-être à inspirer le prochain gouvernement dans la rupture ou la continuité. Et donc, il y a la nécessité de pouvoir mettre en place des environnements qui permettent un investissement dans la continuité. Avant, c'est vrai que c'était l'urgence. On se questionnait sur est-ce que j'investis dans du matériel ou dans des ressources humaines, toujours cette querelle entre le titre 2 et le titre 5. Aujourd'hui, il y a une volonté de planifier et surtout, je crois, une volonté de pouvoir recueillir des besoins. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au ministère de l'Intérieur pour préparer les JO, dans une approche capacitaire. Et ça, c'est une réflexion très militaire, avec un concept qui s'appelle la DORES. J'ai une doctrine, une organisation, des ressources, et puis des équipements et un soutien. Là, je crois que le ministère de l'Intérieur est en train de s'en inspirer pour pouvoir avoir une démarche capacitaire et pas seulement faire l'acquisition de technologies. Caméras de vidéosurveillance, caméras pour accompagner du coup les forces de l'ordre dans leurs interventions. Il y a une réflexion sur ce dont j'ai besoin. Et donc, je fais de la maïeutique, je recueille les besoins de mon ministère de l'Intérieur qui est complexe. Il y a beaucoup de métiers, très organisés, mais très différents et très complémentaires. Et comment j'arrive à projeter ce besoin-là dans un besoin capacitaire avec une volonté, c'est celle d'avoir un héritage. Quel va être l'héritage des Jeux Olympiques? Comment je vais pouvoir agréger les données qui proviennent en fait d'opérateurs privés qui opèrent des sites sportifs, avec des préfets qui doivent surveiller ces sites, avec des transports publics ou privés? Comment je fais pour avoir une vision coordonnée? Et là, il y a un vrai enjeu, c'est celui de valoriser la donnée étatique, de la confronter avec des acteurs privés, dans un cadre légal en fait constant. Alors justement, j'allais y venir, parce que jusqu'à présent, c'est quasiment le monde idyllique, c'est vrai. Ce que vous dites pour le monde de la sécurité. Mais on n'a pas parlé de CNIL, on n'a pas parlé effectivement des freins législatifs qui existent actuellement. Prenons l'exemple de la vidéoprotection auquel les communes et l'État sont confrontés. Une commune qui a un centre de supervision urbain, qui a des caméras de vidéoprotection, ne peut pas visionner les caméras de banques qui sont sur la voie publique, et réciproquement, l'État plus difficilement, etc. Il faut une réquisition judiciaire. Pour vous, demain, les Jeux Olympiques, ça permettra de franchir ces étapes-là, la prochaine LOPS aussi? C'est quoi? Parce que le partage de données dans un monde merveilleux, effectivement, ça permettrait de pouvoir éviter toute difficulté, notamment le débat sur les libertés publiques. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réticences. Moi, je ne pense pas qu'il faille voir la liberté comme un obstacle, mais elle doit rester un objectif. Et aujourd'hui, la technologie, elle doit être conforme en fait au cadre légal. Je pense que si on a défini à un moment les systèmes d'information ou les nouvelles technologies security by design, c'est-à-dire qu'elles devaient être conçues pour être résilientes aux attaques cyber, il faut qu'aujourd'hui, ces outils et ces nouvelles technologies, elles soient aussi legal by design, c'est-à-dire qu'elles doivent s'accompagner de moyens de contrôle, d'auditabilité, de traçabilité, de résilience, pour éviter ce qu'on a pu voir aussi avec Horus, cet agent de la DGSI qui vendait des informations sur le darknet. Je pense qu'il y a un vrai sujet, et aujourd'hui, on doit contraindre la technologie pour qu'elle soit conforme au cadre légal. Mais c'est déjà un peu le cas, par exemple, juste un mot sur la question des drones. Les drones, ça a été retoqué par le Conseil d'État, l'utilisation de drones, alors que honnêtement, la technologie est quasiment la même que pour la vidéoprotection classique. C'est juste de la vidéoprotection transplantée sur un drone. Peut-être qu'il faut donner d'autres garanties si on veut éviter justement ce genre de censure. Peut-être dire que les images vues par l'opérateur en temps réel sont des images floutées qui ne permettent pas de reconnaître des visages et que sur orgation d'un juge ou contrôle d'un tiers, a posteriori et a priori, on puisse du coup déflouter les images. Il y a sans doute des mécanismes pour rassurer. Et effectivement, il y a aujourd'hui un climat de suspicion sur le monde de la sécurité. Levons-le. Et ce n'est pas, je pense, en demandant à lever un certain nombre de contraintes légales qu'on arrivera à justement rassurer. Il faut au contraire un débat serein sur la transparence. Et je pense qu'il y a un modèle aujourd'hui qu'il peut y avoir en France autour de ces technologies-là et du respect du cadre légal. Je pense qu'aux États-Unis,
il y a des choix qui ont été faits, avec aussi des business models et des façons de faire du profit avec des grands acteurs du numérique qu'on appelle les GAFAM, qui vont collecter des données privées, qui vont les agréger, qui vont les vendre à des data brokers, qui vont se les revendre entre eux, où on va pouvoir avoir des données sur le sexe, la préférence politique, le fait qu'on soit propriétaire ou pas, des données très personnelles. Et je pense qu'aujourd'hui en France, on doit avoir un autre modèle, beaucoup moins intrusif. On ne doit pas être sur cette pêche au chalut, on doit être beaucoup plus dans le ciblage, le harponnage, pour reprendre les images qui avaient été celles de la loi sur le renseignement. Et donc, je pense qu'il peut y avoir une spécificité française. Le rapport de Jean-Michel, du député de Nice, a été sur ce sujet-là. Je pense que pour qu'il y ait acceptabilité sociale des nouvelles technologies, il faut aussi démythifier les nouvelles technologies. Elles ne peuvent pas tout. On peut pas, c'est pas un serveur qui va arrêter, un serveur numérique qui va arrêter un terroriste. Pour vous, l'intelligence artificielle, c'est un peu une sorte de tarte à la crème alors ? Oui, je pense que c'est un buzzword pour trouver un autre nom après le big data, après la transformation numérique, après la digitalisation. Je pense qu'on ne remplacera jamais un homme ou une femme qui doit analyser un rapport, qui doit faire son enquête, qui doit faire une audition, qui doit la retranscrire. On aura des moyens pour l'accompagner. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est lourd, avant de penser ce que pourrait faire l'IA, pensons déjà à accompagner les hommes et les femmes qui font ces enquêtes, qui passent 80% de leur temps à ressaisir des informations et 20% à pratiquement faire leur métier. Je pense que c'est très très lourd aujourd'hui et je pense qu'il faut les accompagner. Et donc avant de penser au Big Bang de l'IA, essayons déjà de faire en sorte qu'ils puissent faire leur métier correctement, avec du coup des adjuvants pour aller plus vite sur la retranscription, sur de la détection d'alerte, mais également pour croiser les informations sans, et là je le redis, avoir accès à des données personnelles. On peut lever des alertes et après demander à aller voir ce qu'il y a derrière cette alerte avec des mécanismes de chiffrement qui sont importants. Donc c'est vrai qu'on fantasme beaucoup sur l'IA, la reconnaissance faciale. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui sont dans les commissariats, ils ont besoin d'outils qui fonctionnent, qui puissent se partager des informations sur des rapports de façon dynamique lors d'enquêtes entre le central et le local. Je résume un peu schématiquement, mais pour vous, il n'y a pas besoin d'évolution législative. On a un cadre existant et c'est aux technologies, aux entreprises de s'adapter à ce cadre. Exactement. Pour protéger justement les libertés individuelles et j'en suis convaincu. Et je pense que le numérique aujourd'hui doit être vu aussi comme une opportunité de pouvoir mettre ensemble la défense, la sécurité, le ministère de la Santé, une coordination au niveau du SGDSN, des acteurs qui sont territoriaux, locaux, des maires, des préfets de région, et de pouvoir agréger ça pour une meilleure compréhension en fait de l'environnement. Je pense que pour la lutte contre le crime organisé, contre aussi les stupéfiants, il faut mettre en place des organisations où les gens partagent autour d'une table. Ça a été fait aussi au moment de la guerre en Syrie. Oui, sur les enjeux de terrorisme, avec la cellule Hermès et Alat. Je pense qu'au-delà de ces organisations ad hoc, il faut maintenant donner les moyens aux hommes et aux femmes de partager cette information. Mais je pense que la vraie question, c'est celle de l'interopérabilité. Il faut qu'il puisse y avoir des échanges, avec toujours ces questions du droit d'en connaître, pour faciliter que ça soit au moment où on fait de la lutte contre la drogue, mais également quand on doit bloquer des avoirs d'oligarques russes. Je pense que chacun a une vue au ministère de l'Intérieur, à Bercy, avec Tracfin, au ministère de la Justice, parfois aussi dans d'autres agences déconcentrées. Donc voilà, je pense que... C'est vraiment ce que vous disiez, un écosystème de partage, quoi. C'est vraiment pour vous l'enjeu sur les technos, sur les questions de cyber, sur les questions de continuum, c'est cet écosystème de partager. Comment on partage mieux l'information, comment on partage mieux les outils. Et les pratiques, et la doctrine. Je pense que ce qui a été fait avec le campus cyber, même dans un maître en droit, même des acteurs qui viennent du monde de l'université, de la recherche, qui viennent du secteur privé, mais aussi du secteur public, c'est une chose saine, puisque vous créez du coup un écosystème où les gens sont en contact, en interaction, dans un même lieu.
Et je pense qu'on pourrait s'inspirer en fait de ce qui a été fait sur la cyber, sur ce partenariat qui doit être mis en place dans le domaine de la sécurité, pour que chacun y trouve son compte, pour que on ne voit pas les uns et les autres comme des supplétifs ou des gens en concurrence, mais plutôt que dans un partenariat, il faut de l'égalité et que chacun trouve sa place. Je pense que le numérique est à ce service-là. Et j'irai même plus loin. Je pense que des grands groupes peuvent travailler avec des entreprises innovantes, avec des startups. Il n'y a pas de concurrence forcée. Il y a aussi, et là c'est le rôle de l'État, de sa façon d'organiser son écosystème. Et au-delà des entreprises, je pense qu'il y a le monde de la recherche, il y a le monde aussi de l'université qui doit pouvoir être agrégé. Alors ça demande beaucoup d'efforts, sans doute pas mal de convictions, mais les outils et technologies sont là pour le faire, et je pense que c'est le prochain défi qui nous attend, c'est celui d'une coordination beaucoup plus automatique, avec toujours cet État qui a des compétences en interne. Et là, je pense que c'est important, parce que quand on parle de partenariat public-privé, on a toujours l'impression que finalement, on va déléguer, on va externaliser. Je pense qu'au contraire, l'État doit être stratège et doit garder un certain nombre de compétences chez lui pour pouvoir après faire de façon intelligente. Demain, vous êtes nommé ministre de l'Intérieur. Du coup, au regard de ce qu'on vient de se dire, c'est quoi vos premières mesures sur ces sujets-là et allons plus loin, première mesure justement pour améliorer ce continuum de sécurité. Je pense que la réflexion est déjà lancée, pas besoin de moi, et je pense que les gens en place sont en train de tracer la route et le chemin. C'est celui de quitter l'urgence, ce que je disais tout à l'heure, pour être un peu plus dans la planification. Je pense que c'est intéressant aussi bien pour les hommes et les femmes qui travaillent au sein du ministère de l'Intérieur de pouvoir se projeter. C'est la succession de crises, quoi. C'est comment on arrive à gérer les crises qui arrivent au fur et à mesure et en même temps effectivement planifier, quoi. La guerre au Sahel, c'est pas la même que la guerre en Ukraine, pas la même que la guerre en Syrie. Je pense que la planification ne veut pas dire forcément qu'il ne peut pas y avoir d'adaptation. Il y a des clauses de revoyure, il y a des révisions de livres blancs. Ça ne veut pas dire figer à un instant T une menace qui est par définition évolutive. Donc je pense qu'il faut inscrire dans une trajectoire lisible pour le personnel du ministère de l'Intérieur le cadre, aussi pour l'environnement industriel. Je pense qu'aujourd'hui, cette planification aidera aussi le tissu industriel, que ce soit des grands groupes ou des petites entreprises, à comprendre la vision du ministère de l'Intérieur et donc à investir en R&D sur ces sujets-là, et aussi lisible, je pense, pour les gens qui travaillent sur ces sujets-là, de thématiques, de sécurité, d'appropriation aussi de ces sujets-là auprès de la société civile. Et donc je pense qu'il faut aujourd'hui éclairer l'avenir plutôt que de courir de crise en crise. Je pense qu'il est là le vrai défi. Et pour ça, il faut des choses lisibles, poser des doctrines, publier des documents, aussi projeter ce qu'a fait le ministère de la Défense, avec ce concept de 2% du PIB pour les investissements de défense, avec aussi ces observatoires de la vie économique de défense, 200 000 emplois directs ou indirects issus de l'industrie de défense. Sans doute qu'il y a une organisation similaire à avoir aussi, avec toujours cette question de l'acceptabilité sociale. C'est pour ça que je ne transigerai pas sur ce point-là. Je pense qu'il faut réfléchir à droit constant aujourd'hui et que la technologie permet de le faire. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Alexandre Baba-Emmanuel. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et suivis durant cette émission. Les replays des précédentes émissions sont à découvrir sur anews-sécurité.fr et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous. Merci, Sébastien. Thorane France a été heureux de vous présenter Continuum.